La neige écrase sa poitrine et elle ne peut pas respirer. Pas parce que l'air manque, pas tout de suite, mais parce que le poids de 3 mètres de neige compactée pèse sur sa cage thoracique comme du béton qui durcit, comme si la terre elle-même avait décidé de la garder. Elle ne peut pas sentir ses jambes, elle ne peut pas sentir ses bras sauf un, le droit, gelé dans une position avec la moitié du bâton de ski cassé dans le poing, le seul lien entre elle et quoi que ce soit qu'elle puisse contrôler. L'obscurité est absolue. Pas le noir d'un espace fermé ou d'une nuit sans nuages, le noir d'un matériau, le noir de l'intérieur. Et le seul son est sa propre respiration, résonnant, à quelques centimètres de son visage, rebondissant sur la paroi de neige si proche qu'elle pourrait y poser la langue. Et ça, comme elle va l'apprendre, va avoir son importance. C'est The Human Limit. Je suis votre présentateur. Si vous voulez comprendre jusqu'où va vraiment la résilience humaine, si vous croyez que l'esprit est l'outil de survie le plus puissant que l'évolution ait jamais produit, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et mettez un like, parce que ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de 8 jours dans un cercueil de glace, 8 jours dans une obscurité totale, 8 jours dans le silence sous 3 mètres de neige, rationnant l'air, faisant fondre la glace centimètre par centimètre, contrôlant l'esprit d'une façon qui dépasse la limite de ce que les humains peuvent faire et entre dans le territoire de ce qu'un être humain peut accomplir par pur refus de mourir. Elle n'était pas une débutante. C'est la première chose que vous devez comprendre. Elle avait enseigné le ski sur des montagnes que la plupart des gens ne pourraient même pas identifier sur une carte. Elle connaissait le terrain d'avalanche. Elle connaissait les plaques de neige, connaissait les signes, connaissait le son que fait la neige compactée quand elle commence à se désolidariser de la couche en dessous. Elle avait sorti d'autres personnes d'avalanche. Elle avait suivi les formations et lu les statistiques et porté l'équipement et pris toutes les bonnes décisions pour toutes les bonnes raisons. Et puis elle a pris une mauvaise décision sur une montagne un jour où le manteau neigeux a décidé que c'était assez. Elle décrit le matin du jour de l'accident avec la clarté spécifique que les survivants développent pour les heures qui précèdent un événement qui change la vie, une qualité d'attention qui vient de savoir que le monde normal allait bientôt se fermer. Le ciel était dégagé, la visibilité était parfaite. La température était froide de la façon spécifique qui produit de la neige compacte. Pas la neige humide des jours chauds, mais la neige cristalline, dure, liante, qui sous pression devient quelque chose qu'on ne peut pas distinguer du béton. Elle était seule sur la pente, comme elle l'était parfois, loin des pistes balisées dans le terrain qu'elle aimait parce qu'il était vierge, parce qu'il n'y avait pas d'autre trace dedans que celle qu'elle faisait. Elle l'a entendu avant de le sentir. C'est ce que les personnes expérimentées en avalanche décrivent et qui est difficile à transmettre parce que ça décrit le son de quelque chose qui ne s'est pas encore passé, mais qui a déjà été décidé. Un grondement. Pas d'en bas comme un tremblement de terre, mais d'en haut et tout autour, comme si le paysage avait pris une résolution. Et puis le son du verre qui se brise, le son spécifique d'une plaque de neige qui se déchire de son lien avec la couche en dessous. Un son net et définitif comme aucun autre son naturel qu'elle avait jamais entendu. Elle a essayé de skier, elle a essayé de traverser la pente en diagonale, ce que l'entraînement dit et ce qui est correct comme réponse quand on a le temps. Elle n'avait pas le temps. La plaque était déjà en mouvement et elle était dedans, et ce qui est important dans une avalanche, ce n'est pas la vitesse, bien que la vitesse soit terrifiante. Ce qui est important, c'est la fin. Ce qui est important, c'est ce qui se passe quand la neige s'arrête et se transforme en quelques secondes d'un liquide en un solide. Parce que dans ces secondes, la position dans laquelle on se trouve est la position dans laquelle on sera pour une durée indéterminée. Elle a roulé. Elle a été roulée. La différence est significative. La différence entre ce qu'on fait activement et ce qui arrive. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle est devenue un objet dans un matériau qui ne négocie pas, qui ne donne pas de retour, qui comprime et tourne et positionne le corps selon des lois de physique qui ne se soucient pas des préférences de la personne qu'il contient. Elle a essayé de créer une poche d'air devant son visage, pressant la main contre la bouche, ce que l'entraînement dit. Elle ne sait pas si ça a réussi. Elle ne sait pas si la poche qu'elle a est le résultat de son action ou le résultat du hasard.
Ce qu'elle sait, c'est que quand la neige s'est arrêtée, elle respirait encore. Et respirer était le seul rapport sur la réalité qui comptait à ce moment-là. Et puis il y a eu le silence. Le genre de silence qui règne sous 3 mètres de neige n'est pas l'absence de son. C'est l'absorption totale du son. La neige avale les vibrations d'une façon qui est inquiétante, qui est enregistrée par le cerveau comme fausse, comme une qualité de silence pour laquelle il n'y a aucune base d'expérience, parce que les humains ne vivent pas dans des matériaux qui absorbent le son aussi complètement. Elle pouvait entendre ses dents qui claquaient, elle pouvait entendre son propre sang qui pulsait dans ses oreilles. Elle ne pouvait entendre le moindre son du monde extérieur, pas le vent, pas les oiseaux, pas les voix qui, peut-être quelque part au-dessus, l'appelaient ou pas. Seulement les sons internes d'un corps qui vit encore et qui est empaqueté dans quelque chose qui ne veut pas qu'il vive. Elle a essayé de bouger, ses jambes ne répondaient pas. C'était soit la compression de la neige, soit le choc, soit les deux, et elle ne pouvait pas déterminer lequel à ce moment-là. Et la détermination n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était la main droite qui pouvait bouger, qui tenait le bâton, qui représentait la seule partie mobile d'elle qui n'était pas entièrement entravée par la neige. Elle a senti la moitié du bâton cassé, l'extrémité tranchante là où il avait cassé, et elle a compris immédiatement ce que ça signifiait. Un outil. Un mauvais outil, un outil insuffisant, mais un outil. Et dans un cercueil de glace à 3 mètres sous une avalanche, un mauvais outil, c'est le monde entier. La première chose qu'elle a faite n'était pas creuser. La première chose qu'elle a faite était s'arrêter. Elle décrit cette décision comme la décision la plus importante qu'elle ait jamais prise dans sa vie, plus importante que toute décision technique en montagne, plus importante que tout problème de navigation ou d'équipement qu'elle avait jamais résolu. La décision de s'arrêter, de contrôler la respiration, de baisser la fréquence cardiaque. Pas parce qu'elle n'avait pas peur, elle avait peur d'une façon qui rend le mot peur trivial, une peur qui était comme une chose physique debout à côté d'elle dans le petit espace consommant le même budget d'air qu'elle consommait. Mais parce qu'elle connaissait les mathématiques. Voici les mathématiques. Un adulte produit du dioxyde de carbone à chaque expiration. Dans un espace fermé, le dioxyde de carbone s'accumule. Quand le dioxyde de carbone atteint un niveau suffisamment élevé, le cerveau cesse de fonctionner, et puis le reste cesse de fonctionner. Le taux auquel le dioxyde de carbone s'accumule est une fonction directe de la fréquence respiratoire. Une personne calme dans un petit espace a plus de temps qu'une personne en panique. Une personne en panique hyperventile. L'hyperventilation accélère la production de dioxyde de carbone. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la motivation. C'est de la chimie, et la chimie la tuerait plus vite que le froid, et plus vite que la faim, et plus vite que la soif, si elle ne gardait pas le contrôle de la seule chose qu'elle pouvait contrôler. Elle a contrôlé sa respiration. Le mot semble simple, ce n'était pas simple. Chaque instinct en elle criait de respirer vite, de respirer profondément, d'aspirer l'oxygène dans les poumons agités. L'amygdale, la partie ancienne du cerveau qui gère la menace, produisait chaque signal qui la poussait vers l'hyperventilation. Travailler contre ces signaux ne nécessitait pas du courage au sens conventionnel. Ça nécessitait quelque chose de plus froid. Ça nécessitait la capacité d'intervenir dans le système nerveux, de placer l'esprit entre l'instinct et l'action, de traiter chaque respiration comme une décision plutôt que comme une réaction. 4 secondes inspirer, tenir. 6 secondes expirer. 4 secondes inspirer, tenir. 6 secondes expirer. Elle comptait. Pas comme distraction, bien que ce soit ça aussi. Comme structure, comme preuve pour elle-même qu'elle calculait encore, qu'elle fonctionnait encore, qu'elle était encore la personne qui prenait des décisions et non la personne à qui les choses arrivaient. Tester la direction. C'est la deuxième chose qu'elle a faite, une fois que la respiration était stable. Dans le noir sous la neige, il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas de sensation de haut et de bas qui soit fiable, pas de signal visuel, pas de soleil, pas d'horizon. Il y a la sensation de la gravité, mais la gravité vous dit quelle direction est en bas, et ce dont vous avez besoin, c'est quelle direction est en haut. Et en haut, c'est le contraire de la gravité, mais dans un espace plus petit qu'un cercueil, on ne sait pas dans quelle direction on fait face. Elle a craché. Elle a attendu.
Elle ne pouvait pas dire où la salive tombait. Elle a essayé de sentir la larme qu'elle ne pouvait pas empêcher, où elle coulait. En bas. C'était en bas. Donc la direction opposée était en haut. Donc c'était la direction à creuser. Elle a commencé, avec l'extrémité cassée du bâton de ski, avec le seul bras qui pouvait bouger même de façon limitée, dans un espace qui n'autorisait aucun mouvement confortable, elle a commencé à creuser. Pas creuser au sens du retrait énergique de matériaux, creuser au sens du grattage de millimètres, pressant l'extrémité dure et tranchante du bâton cassé contre la paroi de glace qui formait le bord de sa poche d'air, grattant un petit morceau, soufflant le matériau gratté, pressant à nouveau. Des millimètres, peut-être, en 1 heure. La glace n'était pas de la neige. C'est quelque chose que les gens qui n'ont pas vécu d'avalanche ne comprennent pas. La neige qu'il avait enterrée était passée d'une suspension à un matériau en s'arrêtant, était devenue du béton d'avalanche, était devenue quelque chose qui a la même consistance que du béton lyophilisé. Cette neige ne répond pas à la pression. Elle doit être cisaillée. L'extrémité tranchante du bâton était son ciseau, sa chaleur corporelle était son seul élément chauffant, et les progrès se mesuraient en unités trop petites pour une mesure normale. Le froid a commencé à devenir sérieux à la fin du premier jour. Elle n'avait pas perdu de température corporelle à l'arrivée parce que l'avalanche elle-même génère de la chaleur par friction. Mais une fois immobile, le froid est devenu un problème indépendant. La température dans la neige est stable, quelques degrés en dessous de zéro, ce qui est froid mais pas immédiatement mortel si le corps produit de la chaleur. Le corps produit de la chaleur par le mouvement et le métabolisme. Elle pouvait à peine bouger. Son métabolisme ralentissait à mesure que les calories cessaient d'exister. L'échange de chaleur était négatif et devenait de plus en plus négatif à chaque heure. Elle a découvert la fonte par hasard, ou peut-être pas par hasard. Peut-être que l'entraînement lui avait donné quelque chose qu'elle ne rappelait pas consciemment. Elle a pressé ses lèvres contre la paroi de glace en testant l'orientation dans le petit espace, et elle a senti que la chaleur de ses lèvres modifiait la glace à une échelle microscopique, que la chaleur corporelle rayonnant à travers ses lèvres et sa langue produisait effectivement une réaction sur la surface de glace. La fonte, goutte à goutte, gramme par heure, mais de l'eau. Dans une situation où la déshydratation était l'une des causes de mort sur la table, l'eau n'était pas métaphorique. L'eau était la différence entre aujourd'hui et demain. Elle a léché la glace. Ça semble primitif et c'est ce que c'était. Et c'était aussi la chose la plus intelligente qu'elle pouvait faire dans cette situation. Elle pressait la langue contre la paroi de glace et attendait la goutte et la recueillait. Ce n'était pas assez d'eau pour l'hydratation dans un sens conventionnel quelconque. C'était assez pour repousser la fin absolue de la déshydratation de quelques heures. Et dans une situation où les heures représentent des progrès mesurés en millimètres, repousser de quelques heures, c'était tout. Le deuxième jour était le plus difficile jusqu'au 5e. Elle décrit le deuxième jour comme le jour où la réalité de la situation est arrivée complètement. Le premier jour, il y a de l'adrénaline. Il y a l'acuité du danger frais, la netteté de l'esprit répondant à une menace immédiate. Le deuxième jour, l'adrénaline est partie, et ce qui reste, c'est le fait brut. Je suis ici. Je vais continuer à être ici. Le soleil que je ne peux pas voir s'est levé et s'est couché, et s'est levé et va se recoucher, et l'espace autour de moi est le même espace, et la glace est la glace, et le bâton est le bâton, et les millimètres sont les millimètres. Elle a commencé à compter les heures. Ça lui donne une structure, et la structure donne à l'esprit quelque chose à tenir quand glisser vers la panique ou glisser vers la dissociation sont les autres options. Elle comptait les respirations, combien par minute, calculait les heures. Elle se fixait des mini-objectifs. Ce millimètre avant que j'ai respiré 10 fois. Cette quantité de glace à lécher avant de m'arrêter. Ce mouvement du poignet 100 fois, 100 fois, 100 fois. Les hallucinations ont commencé le 3e jour. Elles étaient auditives d'abord. Des voix, pas la sienne, des voix qui semblaient venir de l'extérieur, à travers la neige, étouffées et indistinctes, mais reconnaissables comme des voix. Elle savait ce qu'elles étaient. La privation de sommeil et l'hypoxie et le stress d'une situation de survie extrême
produisent des hallucinations auditives qui sont bien documentées. Elle le savait et les entendait quand même. Et le principal danger des hallucinations n'était pas la terreur d'en avoir, les traiter de façon appropriée était le danger. Distinguer entre ce qui était réel et ce qui était produit. Répondre comme si les voix étaient réelles signifiait crier, signifiait hyperventiler, signifiait consommer le budget de dioxyde de carbone qu'elle n'avait pas. Elle ne leur a pas répondu. C'était la discipline spécifique que la survie exigeait. Pas ne pas avoir peur, pas ne pas avoir les hallucinations, pas faire taire les parties anciennes du cerveau qui veulent crier en entendant des voix. Mais retenir la réponse, garder le corps immobile, garder la respiration contrôlée, 4 secondes inspirées, tenir 6 secondes expirées, pendant que l'esprit produisait des choses qui rendaient ça difficile. Le 4e jour, la glace a changé. Elle avait travaillé, millimètre par millimètre, sur la paroi qu'elle tenait pour le haut, et à un moment du 4e jour, la glace a commencé à avoir une texture différente, plus légère, moins dense. Ce que ça pouvait signifier, c'était qu'elle approchait du bord de l'avalanche, l'endroit où la densité du dépôt diminuait parce que l'énergie de la chute s'était dissipée. Ce que ça signifiait pour sa position, c'était soit qu'elle était plus proche de la surface qu'elle ne le pensait, soit qu'elle s'était déplacée horizontalement vers le bord du matériau. Les deux étaient mieux que l'alternative. Elle a creusé plus vite. C'est une déclaration relative. Plus vite que des millimètres par heure peut encore être très lent. Mais le changement de texture lui a donné quelque chose que les 4 jours précédents n'avaient pas donné. Un retour qui ressemblait à des progrès. Pas de l'espoir au sens émotionnel. Elle était trop loin, au-delà des émotions au sens conventionnel pour parler d'espoir. Mais des données. Les données disaient que le matériau devenait différent. Différent n'était pas la même chose que pire. Donc différent était mieux que pareil. Les 5e et 6e jours se confondent dans son récit. C'est ce que l'hypothermie et la privation de sommeil et le déficit calorique et l'hypoxie combinés avec des semaines-heures de contraintes physiques constantes font avec le temps. Elle décrit des périodes comme très longues et puis comme très courtes. Elle décrit des moments de précision claire, le comptage fonctionne, les millimètres mesurés, les respirations contrôlées, alternant avec des périodes où elle ne peut pas dire exactement ce qu'elle pensait, ou si elle pensait, ou ce que le temps entre un moment clair et le suivant contenait. Ce qu'elle dit, c'est que le travail ne s'est pas arrêté. C'est l'extraordinaire. Pas la clarté, pas la force, pas la résolution d'être éveillée et cohérente à chaque moment. L'extraordinaire, c'est que quand la volonté consciente se dissolvait et que le corps prenait en charge le travail et que le corps fonctionnait aux limites qui définissent la fonction physique normale, le travail ne s'arrêtait pas. Le bâton bougeait encore. La glace était encore grattée. La langue léchait encore les gouttes fondues. Comme si ce qu'elle était, la personne qu'elle était gravé plus profondément en elle que la conscience, plus profondément que la cognition, dans un endroit qui continue quand tout le reste s'est arrêté. Le 7e jour, elle a entendu un son différent, pas une hallucination. Elle avait appris à distinguer dans la mesure où le cerveau, dans l'état dans lequel elle se trouvait, était fiable. Le son d'une hallucination venait de l'intérieur du son lui-même, avait une qualité générée de l'intérieur. Le son du 7e jour venait d'en haut, étouffé par la neige, mais avec la qualité de l'extérieur, une source externe de vibration qui se transmettait à travers le matériau autour d'elle. Elle a frappé contre la paroi de glace. Avec tout ce qu'elle avait, avec le bâton et son poing et son coude, elle a frappé en schéma rythmique comme l'entraînement le disait. 3 coups courts, pause, 3 coups courts. 3, c'est le signal d'urgence. 3, c'est ce qu'on fait quand on est enterré et qu'on peut. Le son d'en haut a changé. Elle ne peut pas dire s'il est devenu plus fort ou plus proche, ou si le changement s'est produit dans sa perception et non dans le son lui-même. Ce qu'elle peut dire, c'est que la qualité en a changé, que les vibrations dans la neige autour d'elle ont pris une fréquence différente, une qui était organique d'une façon que les ondes de compression inorganiques ne sont pas, qui était la fréquence de quelque chose qui se déplace. Les chiens ont une précision nasale qui dépasse la compréhension humaine. Ils peuvent détecter l'odeur corporelle à travers plusieurs mètres de neige compactée.
Les chiens de sauvetage qui travaillaient ce jour-là sur la pente d'avalanche n'avaient aucune connaissance de 8 jours dans un cercueil de glace. Ils n'avaient aucune connaissance des respirations contrôlées et des progrès millimétriques et de la fonte de glace et des hallucinations retenues. Ils avaient une odeur. L'odeur les menait à un point sur la neige. Et ils ont creusé. La lumière est venue d'abord, pas la lumière du soleil directement. La lumière de la couche moins dense, quand la pelle du sauveteur a traversé la neige au-dessus d'elle, et que la lumière du jour a pénétré le matériau qu'il avait tenu pendant 8 jours. Elle décrit ça comme une qualité de luminosité pour laquelle elle n'avait aucune réponse calibrée, parce que 8 jours d'obscurité totale recalibrent la rétine, la réglant sur le noir, et cette luminosité s'enregistrait non pas comme agréable normalement, mais comme tout à la fois. Elle a crié. Enfin, après 8 jours de ne pas crier, de retenir le souffle, de contrôler la voix, elle a crié. Et le cri qui est sorti d'elle n'était pas ce à quoi elle s'attendait à entendre, pas une voix forte, pas une voix épuisée, mais quelque chose entre les deux, quelque chose qui est difficile à nommer parce qu'il contenait les 8 jours à la fois, le comprimé et le sombre et le millimètre par millimètre, et le contrôle de la respiration et le comptage, et les hallucinations retenues, et la glace léchée, et les frappes en schéma de signal, et la détermination de la direction du haut, et le fait de se lever dans le sens le plus profond du terme, la décision prise le premier jour dans le noir de ne pas mourir, et l'exécution de cette décision pendant 8 jours. La pelle à travers la neige, les mains du sauveteur, le visage d'un être humain qui la regardait, de dessus, depuis une direction qui était vraiment en haut. Elle a été dégagée. Ce processus a pris des heures parce que le matériau compacté autour d'elle devait être retiré soigneusement pour minimiser les dommages. Et pendant qu'elle était dégagée, elle restait immobile. Maintenant le contrôle de la respiration. 4 secondes inspirer, tenir, 6 secondes expirer. Parce que l'habitude des 8 jours était plus forte que la certitude du sauvetage, et parce que le corps retient ce qu'il a appris, même quand la raison d'apprendre est passée. Quand elle a été complètement libérée de la neige et qu'elle a vu le soleil, pas la lumière du jour, pas la luminosité, mais le soleil réel, le ciel réel, le bleu réel, qu'elle n'avait pas vu pendant 8 jours, elle dit qu'elle n'a pas pleuré. Elle dit que la première chose qu'elle a faite était inspirer. Profondément, complètement, sans compter, sans rationner, aspirant l'air dans les poumons parce que l'air était là, et qu'elle pouvait le prendre, et que personne et rien ne lui disait de le contrôler. Une respiration qui comptait après 8 jours. Elle était à l'hôpital plusieurs semaines, elle avait des engelures aux doigts et aux orteils, et l'hypothermie nécessitait un traitement soigneux. Ses poumons, qui s'étaient adaptés au budget de respiration serrée, avaient besoin de temps pour revenir à la capacité normale. Les muscles qui avaient travaillé morceau par morceau pendant 8 jours dans un cercueil avaient besoin de temps. L'esprit qui avait retenu les hallucinations et compté les millimètres et contrôlé les respirations pendant 8 jours avait besoin de temps d'une façon différente. Elle décrit la convalescence avec le même pragmatisme qu'il a porté à travers les 8 jours. Ce qui est intéressant là-dedans n'est pas la convalescence. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit sur les 8 jours quand on lui demande, la façon spécifique dont elle décrit ce qui s'est passé. Elle dit « Je n'ai rien fait d'héroïque. Je n'ai pas vaincu la physique. Je n'ai pas vaincu la biologie. Je n'ai pas rendu possible ce qui était physiquement impossible. Ce que j'ai fait, c'est continuer ce qui était possible, exactement, jusqu'à la limite du possible, sans aller au-delà. Le possible, c'était prendre une respiration après l'autre. C'était le possible, c'était tout. C'est The Human Limit. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un commentaire. Dites-moi si vous croyez que vous auriez pu contrôler votre souffle dans ce premier moment dans le noir. Retenir le cri, retenir la panique. Comptez les 4 secondes inspirées et 6 secondes expirées, pendant que l'esprit produit chaque signal instinctif qui pointe dans la direction opposée. Je lis chaque commentaire. Je reviendrai avec une autre histoire depuis l'endroit où l'être humain découvre ce qu'il est, quand la seule chose qui reste est la volonté de continuer. La neige est toujours là. La montagne est toujours là. La glace qui l'a tenu 8 jours a changé.
a fondu et regelé et été recouverte par d'autres neiges, le cycle naturel d'une montagne qui ne se souvient pas d'événements spécifiques. Ce qui reste, c'est en elle, la calibration des respirations, la compréhension que la panique est un luxe qui se paie, la connaissance que l'esprit, correctement utilisé, ne travaille pas contre la survie, mais est le mécanisme par lequel la survie devient possible. Quelque part dans les montagnes, il y a un endroit qu'elle n'a pas marqué après son sauvetage et ne voulait pas marquer, un point dans la neige au-dessus duquel le soleil se lève et se couche sans égard pour ce qui s'est passé dessous pendant 8 jours. Et elle vit, et respire, et n'a jamais complètement oublié le contrôle de chaque souffle.